Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avait lieu la conférence de presse de Jerome Powell, a.k.a. Papa Powell, marquant la fin de la deuxième rencontre de l'année du Federal Open Market Committee. Sans surprise, le président de la Fed a répété son discours habituel concernant l'économie et la politique monétaire américaine. La Fed est engagée à soutenir l'économie et en ce sens conserve les taux d'intérêt à zéro, en plus de poursuivre ses achats d'obligations à hauteur de 120 milliards de dollars par mois. Aucune modification à la politique monétaire n'est prévue avant de constater du progrès dans la reprise économique qui est toujours dépendante de la gestion de la crise sanitaire. Le resserrement éventuel de la politique monétaire sera confirmé bien en avance et avant que les mesures de resserrement soient mises en application. Pour l'instant, les dépenses en biens de consommation aux États-Unis se portent bien, mais les services tirent encore de la patte, bien évidemment, avec les mesures de restriction toujours en place pour ce qui est de la crise sanitaire. Pour ce qui est du rendement des obligations qui continue de monter, comme on l'a vu dans mes précédentes vidéos, Powell s'est dit satisfait de la façon dont les choses se déroulaient actuellement et que rien ne justifiait une intervention à moins de dérèglements majeurs dans les marchés financiers qui mettraient à risque la reprise économique. De façon générale, Powell a réussi à rassurer les marchés par rapport à leur peur concernant l'inflation. Tout le contraire de sa dernière allocution il y a quelques semaines. La Fed ne prévoit pas de surchauffe de l'économie à long terme malgré les mesures fiscales récentes, soit le plan de Joe Biden de 1,9 trillion de dollars américains, donc le plan de relance, et la réouverture de l'économie. Le chômage devrait tomber sous les 4% d'ici l'an prochain et l'inflation faiblement dépasser la cible de 2%. Pour ce qui est d'une hausse future des taux d'intérêt, la plupart des membres du comité n'anticipent pas de hausse avant 2023. Après la conférence de presse de Powell, les marchés ont bien réagi en terminant la journée dans le vert alors que le rendement des obligations a même chuté quelque peu. La question qui mérite maintenant d'être posée, c'est pendant combien de temps les marchés se sentiront-ils rassurés? Pourrait-il repartir en vrille dans les prochaines semaines lorsque les données de l'inflation seront publiées et que le rendement des obligations 10 ans continuera de monter? Le problème, c'est que le marché s'attend à ce que Powell change éventuellement son discours en fonction des inquiétudes du marché par rapport à l'inflation pour le rassurer. Qu'est-ce que voudrait le marché? Que la Fed intervienne davantage en augmentant ses achats d'obligations, qui sont déjà à 120 milliards de dollars par mois, comme je l'ai mentionné, en introduisant une politique de yield curve control ou de contrôle de la courbe de rendement des obligations en français, qui viserait l'achat d'obligations à long terme pour faire rabaisser artificiellement les taux d'intérêt sur la fin de la courbe et ralentir la hausse du rendement des obligations 10 ans par exemple. Les marchés espèrent aussi que la Fed prolonge certaines politiques mises en place au début de la crise sanitaire qui permettent aux banques d'avoir un ratio de levier plus important en n'incluant pas les obligations gouvernementales détenues comme étant un actif dans le calcul de leur ratio de levier. Or, cette mesure tombe à la fin mars, ce qui pourrait forcer les banques à liquider certaines de leurs obligations, ce qui participerait davantage à la hausse des taux d'intérêt sur la fin de la courbe de rendement auquel nous assistons depuis déjà quelques semaines. Même si Powell se veut rassurant, les marchés restent nerveux face à la menace de l'inflation. Ce n'est pas une surprise pour personne, de l'inflation, nous allons en avoir au cours des prochains mois. Pour les données des mois de mars, avril, mai et juin, préparez-vous à ce que l'IPC monte à 2%, 2,5%, 3% et peut-être même 3,5%. Comme je l'ai mentionné dans un précédent vidéo, c'est en raison de l'effet du dénominateur. L'IPC aux États-Unis est calculé d'une année à l'autre. Donc, pour le mois de mars 2021, ce mois-ci, le prix du panier de biens et services calculé sera divisé sur le prix du même panier au mois de mars l'an dernier. Le truc, c'est que l'an dernier, au mois de mars, c'était la débandade dans l'économie. Tout était à l'arrêt, la demande pour les biens et services s'est effondrée, ce qui s'est répercuté sur les prix. Pour cette raison, l'an dernier, nous avons connu une période de déflation, ce qui veut dire que lorsque les valeurs d'inflation des prochains mois seront calculées, l'accroissement aura l'air très important, mais c'est en raison des données qui servent de dénominateur pour le calcul. Il faut aussi prendre en compte la réouverture de l'économie qui provoquera
une hausse de la demande et influera sur les prix. Initialement, lorsque la demande augmente, l'offre tend à suivre, mais à retardement, ce qui peut causer une hausse temporaire des prix. Avec 2 millions d'Américains vaccinés par jour et près du quart de la population vaccinée jusqu'à maintenant, la réouverture de l'économie sera complétée fort probablement d'ici l'été pour nos voisins du Sud. Alors, de l'inflation, il va en avoir à court terme et tout ça risque d'influencer grandement le rendement des obligations à long terme. Récemment, on a vu une montée rapide des taux d'intérêt long terme et à mon avis, cette tendance à la hausse risque de se poursuivre. C'est justement la rapidité de cette hausse qui a fait mal au marché des actions. Plus le rendement des obligations long terme augmentera rapidement, plus les actions chuteront rapidement. Sur le long terme, les taux d'intérêt et le prix des actions peuvent monter ensemble lorsque la hausse se fait progressivement. Les marchés ont peur de l'inflation non pas parce que le prix de la viande ou des logements augmentera, mais parce qu'une hausse plus rapide qu'anticipée de l'inflation pourrait, selon eux, amener la Fed à changer sa politique monétaire pour calmer la hausse des prix. Ce qui voudrait dire en premier lieu un ralentissement des achats d'obligations et de titres adossés à des créances hypothécaires et une hausse des taux d'intérêt par la suite. Tout ça aurait pour conséquence de forcer un rééquilibrage des allocations des investisseurs des secteurs de croissance comme les technologies vers les entreprises de valeur qui versent des dividendes et font des profits. Tel qu'expliqué précédemment, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus le coût d'opportunité de détention d'entreprises de croissance ne rapportant rien à court terme est élevé. Les investisseurs deviennent alors moins enclins à détenir une entreprise comme Square avec un ratio court-bénéfice prévisionnel de 200 ou Peloton avec un ratio court-bénéfice prévisionnel de 340. Pourquoi attendre 5, 6 ou 7 ans avant que Square commence à m'offrir un rendement sur mon investissement quand je peux détenir AT&T qui me paye un dividende de 7% ou une obligation 10 ans qui me donne un rendement de 2 ou 2,5%. Personnellement, je trouve que les obligations gouvernementales, c'est de la vidange, mais pour les investisseurs institutionnels qui cherchent à mitiger leurs risques, un taux de 2 ou 2,5% garanti peut certainement devenir intéressant. Puis si le rendement de 10 ans atteint les 2% au cours des prochaines semaines, c'est clair qu'on pourrait réavoir un mini market crash 2.0. Une correction de plus ou moins 10% ne serait pas surprenante. Malgré le fait que Powell ait balayé du revers de la main ce scénario dans sa conférence de presse d'aujourd'hui, je ne serais pas surpris que ce discours perdure dans la sphère économique, dans les médias financiers, et que ceci ajoute de la volatilité en bourse. Les détenteurs d'obligations seront comme « Oups, l'inflation s'en vient, l'obligation de 10 ans à 1,54% de rendement que j'ai acheté la semaine dernière va me faire perdre de l'argent, il faut que je m'en départisse. » Les investisseurs qui sont, eux, dans des entreprises plus risquées seront comme « Oups, l'inflation arrive, les taux vont monter, je suis pas certain que cette entreprise dans laquelle je suis investi pourra performer aussi bien lorsque le financement sera plus difficile, je me pousse, bye. » Alors, si cette hausse du rendement des obligations, stimulée par une peur de l'inflation qui persiste malgré tout le réconfort fourni par Powell, on pourrait voir une baisse du prix des actions technologiques ou de croissance et une hausse du prix de certaines entreprises qui peuvent livrer de la valeur présentement. Le Bitcoin devrait aussi en profiter et continuer son ascension compte tenu qu'il agit de plus en plus comme une couverture contre le système monétaire traditionnel. Cependant, l'inflation des prochains mois risque d'être temporaire, comme l'affirme Powell. Graduellement, l'effet du dénominateur s'estompera et le boom économique de l'ouverture aussi. À mon avis, ce sera comme un coureur qui part en force, mais qui s'épuise en cours de route. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne crois pas que la Fed relèvera les taux avant au minimum 2023. Ce que les marchés, les médias et les investisseurs semblent oublier, c'est que la Fed a deux objectifs de politique monétaire. Le premier, c'est de contrôler la hausse des prix ou l'inflation à 2% sur le long terme. Avec une inflation qui augmentera à court terme, les marchés pourraient redevenir anxieux quant aux possibilités d'une intervention précoce de la Fed visant une réduction de ses achats d'obligations et une augmentation des taux d'intérêt. Le deuxième objectif semble plus ou moins inclus dans l'équation en ce qui a trait à une future hausse des taux. Ce deuxième objectif, c'est d'assurer le plein emploi pour l'ensemble de la société américaine. Or, atteindre le plein emploi chez les groupes minoritaires comme les Afro-Américains ou les Latino-Américains prendra beaucoup plus de temps
que d'atteindre le plein emploi à l'échelle des États-Unis. Or, Powell a été très clair là-dessus que son objectif est d'assurer un retour à l'emploi pour tout le monde afin de réduire les disparités ou les inégalités raciales qui ont place dans le marché de l'emploi américain. Ce que ça veut dire, c'est que Powell laissera l'économie rouler à fond de train pendant un certain temps afin de permettre la création d'un maximum d'emplois. Plus l'économie est en feu, plus la demande de travail augmente et plus les travailleurs ayant de faibles qualifications sont sollicités. Dans ce cas-ci, l'objectif est justement de favoriser les groupes sociaux qui tombent généralement dans cette catégorie et qui subissent le chômage, même lorsque les statistiques à l'échelle des États-Unis affichent le plein d'emploi. Pour laisser l'économie rouler à fond de train, les taux d'intérêt seront laissés au plancher encore un bon bout sans que la Fed réagisse à l'inflation des prochains mois. Dans ma tête, mais dans celle de la Fed aussi, l'inflation sera passagère et une réaction trop rapide de la Banque centrale pourrait faire dérailler la reprise du marché de l'emploi aux États-Unis. Rappelez-vous la courbe de Phillips. À court terme, plus d'inflation égale moins de chômage et c'est ce que recherche la Fed et elle ne s'inquiète pas pour la suite parce qu'à long terme, cette relation ne tient pas. La Fed veut de l'inflation. Powell l'a réitéré, mais sans faire peur au marché aujourd'hui. Elle a aussi les outils pour permettre à l'inflation de s'installer pour un certain temps. Elle peut maintenant viser une cible moyenne de 2 % et non plus une cible fixe de 2 % d'inflation, ce qui veut dire qu'on peut dépasser le 2 % pendant quelques mois. Le danger, c'est de modifier les anticipations des agents économiques. Actuellement, vous pouvez demander à n'importe qui est le moindrement informé sur l'économie quelle sera l'inflation l'an prochain et il vous répondra 2 %. L'inflation, c'est 2 %. C'était 2 % l'an dernier, ce sera 2 % l'an prochain. Ces anticipations, lorsqu'elles sont bien ancrées, participent d'une part à ce que l'inflation se matérialise et d'une autre à ce qu'elle se stabilise autour des attentes des travailleurs, des entreprises, des investisseurs. Mais qu'arrivera-t-il si cette année l'inflation annuelle est de 2,5 % ou 3 %? Est-ce que les gens vont revoir leurs anticipations et s'attendre à ce que l'an prochain, l'inflation soit de 3 % ou de 3,5 %? Le pari de la Fed, c'est que les anticipations des agents économiques resteront ancrées à 2 % même si on dépasse la cible pour un certain temps. Or, si on se met à voir les anticipations grimper et rester élevées, la Fed pourrait éventuellement réagir pour briser cette modification des attentes qu'ont les gens par rapport à l'inflation afin d'éviter de tomber dans une spirale inflationniste. Toutefois, réalistiquement parlant, sans dire que c'est impossible, c'est fort peu probable qu'on voit une forte inflation s'installer sur le long terme. Du moins, pour l'instant. Pour que ceci se produise, il faudrait voir une hausse importante de la vélocité de la monnaie. En d'autres mots, il faudrait que les gens se ruent dans les magasins, dans les épiceries, dans les restaurants pour dépenser leur argent à une vitesse plus élevée qu'ils le font actuellement. Or, la vélocité de la monnaie, la vitesse à laquelle l'argent circule dans l'économie, est à un creux historique et c'est sur une pente descendante depuis plus d'une vingtaine d'années. Il faut aussi regarder ce que font les gens avec l'argent hélicoptère qui leur tombe dessus, donc les STEMIs. Une grande partie des chèques de soutien économique sert à l'épargne ou à acheter des actifs comme des actions, ce qui veut dire que cet argent ne participe pas à créer de l'inflation dans les biens et services de consommation. Personnellement, je crois que l'inflation connaîtra une hausse importante, mais qu'elle sera temporaire et non permanente, comme je l'ai mentionné déjà dans la vidéo. Puis même si l'inflation est là pour rester, celle-ci n'aura pas nécessairement un impact négatif sur les actions d'entreprises qui ont des revenus et qui font des profits. Quand il y a de l'inflation, les entreprises s'ajustent, elles augmentent leurs prix et passent une bonne partie de la facture aux consommateurs. Oui, au départ, il y a une période d'ajustement qui peut impacter négativement les bénéfices des entreprises lorsque les coûts des intrants augmentent plus rapidement que la hausse des prix des produits vendus, mais ce retard ou ce décalage se réajuste éventuellement. De plus, la meilleure façon de se protéger contre de l'inflation, c'est de détenir des actifs, de l'immobilier, des actions, des NFTs. Non, c'est une blague. Alors si à court terme, on a encore une baisse de 10 % sur les marchés parce que ceux-ci décident qu'ils ne croient pas Papa Powell, ben tant mieux. Je vais vider le réservoir de liquidité et faire le plein d'actions bon marché. Parce que lorsque les taux d'intérêt et l'inflation atteindront leur niveau de croisière, Wall Street sera comme
Ben le scénario d'hyperinflation, ça s'est pas produit. Hey, regarde cette entreprise-là qu'on a vendue il y a pas si longtemps, on pensait qu'elle allait souffrir des taux d'intérêt plus élevés, mais elle est encore là. Hey, en plus, les ventes ont augmenté et la croissance se poursuit. Alors, il faut que je reprenne une position d'un techno. Après tout, c'est le futur, les technologies. Alors, vous voyez que la panique à court terme, si elle se produit, aura l'air d'une opportunité lorsqu'on regardera dans le rétroviseur dans 1, 2 ou 3 ans. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous croyez que Papa Powell a rassuré les marchés une fois pour toutes par rapport à l'inflation ou si la volatilité reviendra dès que les données sur l'inflation des prochains mois feront surface. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.